Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de content marketing, mais sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire, d'entendre, de voir, au travers du web. Parce que, bah, on voit sur internet, beaucoup de recettes. On voit aussi, je sais pas où est-ce que j'ai foutu le bouquin. J'ai un bouquin marketing qui est un vrai pavé. Évidemment, je l'ai pas sorti avant, mais il est là. C'est le genre de bouquins qui sont en général donnés dans les grandes écoles. C'est le genre de truc, et il y a plein de poussière pour vous dire à quel point je l'utilise. Voilà. Alors typiquement, donc marketing, l'essentiel et l'expertise à l'ère digitale, quatrième édition. Et en fait, ce que moi j'aime pas dans ce marketing, c'est en gros comment devenir un expert en manipulation. Ce sont tous ces bouquins qui sont les petites bibles de l'expertise manipulatoire, comment on joue sur les prix, comment on joue sur les émotions des gens, avec un but et un seul qui est de vendre, vendre, vendre. Alors, vendre, c'est important. C'est important de vendre. C'est très, très important de vendre. Notez-le bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'entendez pas ce que je ne dis pas. Entendez ce que je vous dis. Vendre, c'est important. Mais il y a vendre et vendre. Moi, personnellement, j'ai appris la vente dans un petit magasin de jouets, alors que j'avais 16 ans. Et c'était à l'époque de l'explosion des magasins Toys R Us et compagnie. Et mes patrons, qui étaient des personnes qui avaient l'âge d'être à la retraite, mais qui n'étaient pas à la retraite parce qu'ils adoraient ce qu'ils faisaient et qu'ils adoraient leur clientèle, s'inquiétaient un petit peu de savoir si leur commerce allait péricliter ou non. Et en fait, le commerce a jamais périclité. Il a jamais périclité. Moi, je bossais avec eux sur les vacances scolaires, Pâques et puis les vacances de Noël, parce qu'il y avait un gros pic d'activité. Et donc cette petite boutique de quartier, quand vous y alliez, il y avait en moyenne 45 minutes d'attente. Et les gens attendaient. Et on avait la boutique qui était pleine pendant toutes les vacances. On ouvrait le matin à 8h30, on fermait le soir à 21h. On bouffait un sandwich dans l'arrière-boutique le midi et, passez-moi l'expression, mais on débandait pas de la journée. Comment ils ont réussi ce tour de force? Sachant que c'était en moyenne 20 à 25% plus cher à jouer à produit égal par rapport à des enseignes comme Toys R Us, comme Leclerc, comme Auchan et compagnie. Eh ben, ils ont fait du service. Ils ont fait du service, tout connement. Tout connement, c'est tu t'intéresses à ton client, tu poses des questions à ton client. Quand ton client te dit qu'il cherche un jouet pour un gamin de 3 ans, pose-lui tout un tas de questions. C'est un garçon, c'est une fille, qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime les jouets en bois? Est-ce qu'il aime ceci? Est-ce qu'il aime cela et compagnie? Afin de pouvoir lui présenter le jouet le plus adapté possible, ou tout du moins un panel de jouets qui soit le plus adapté possible. Et croyez-moi, eh ben, c'est du temps. C'est du temps parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Donc, à partir du moment où ils savent pas ce qu'ils veulent, eh ben, il faut les aider à trouver. Et le problème du marketing sur Internet, c'est qu'on s'est engouffré dans la brèche. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ok, très bien. On va leur faire croire que ce qu'ils veulent, c'est ce que nous avons à leur vendre. Et globalement, on en a un peu rien à foutre du besoin du client. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vendre. Et à partir de ce moment-là, forcément, il y a un taux d'insatisfaction qui est monstrueux sur le web. Moi, je le vois dans l'univers du blogging où vous avez tout un tas de blogueurs qui vous vendent des pseudo-formations, des produits miracles. Et ben, un produit miracle, ça reste un miracle. Et les miracles, eh ben, c'est pas tous les jours que ça fonctionne, hein. Donc, mais l'important, c'est de vendre. C'est de vendre, c'est de vendre, c'est de vendre, c'est de vendre à n'importe quel prix et de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas comme ça tout à fait que ça fonctionne. Il y a deux outils donc qui sont essentiels dans la bonne marche de votre produit.
Alors, quand je vous parle d'outils, en général, voilà, vous allez voir des outils type SEMrush, type, je sais pas, moi j'en utilise de moins en moins des outils, et vous avez tendance à penser que, ah, c'est génial, on va avoir un outil et ça va marcher. Ouais. Revenons à ce qu'est un outil, tout connement. Qu'est-ce qu'un outil? Prenons un marteau. Bon, vous avez besoin de mettre un cadre au mur. Ok, super. Vous avez un clou, vous avez un marteau. Est-ce que c'est parce que vous avez un clou et un marteau que vous allez réussir? Alors c'est sûr que vous avez plus de chances de réussir à planter votre clou si vous utilisez pardon, un marteau plus qu'une clé à molette. Il y a quand même des chances que ça fonctionne mieux avec le marteau qu'avec la clé à molette. Pour autant, c'est pas parce que vous avez le marteau que vous savez vous en servir. Il va falloir apprendre à utiliser le marteau, ne serait-ce que pour éviter de se casser un pouce. Ça peut être bien. Ce que je veux vous dire par là, c'est que avoir l'outil, ce n'est pas un synonyme de réussite. Euh, quand j'ai appris mon métier, le métier qui était le mien à l'époque, j'étais installateur en système de sécurité, anti-intrusion, anti-incendie et tout le tralala à l'époque. Les artisans avec qui je bossais me disaient un bon ouvrier a toujours le bon outil, donc un outil de qualité et compagnie. Mais c'est pas suffisant. Il faut savoir se servir de l'outil. Donc il faut apprendre à utiliser l'outil. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens pensent que avoir l'outil, c'est synonyme de réussite. C'est pas parce que tu as un appareil photo Canon 7D Mark II que tu vas faire des bonnes photos. C'est pas parce que tu as un super smartphone photophone qui fait des photos d'enfer que tu vas faire des belles photos. C'est pas parce que tu as Photoshop que tu es un artiste. C'est pas parce que tu achètes de la peinture à l'huile que tu vas devenir Van Gogh. Eh non, malheureusement non. Ça, c'est tout le jeu du marketing qui a envie de nous faire croire ça. Et nous avons bien envie de le croire. Nous avons très très envie de le croire parce qu'on est un peu des feignants. On est un peu des feignants. Et il faut dire ce qui est, hein. Moins on en fait, mieux on se porte. L'informatique, ça a quand même été créé par des mecs qui n'avaient pas spécialement envie de bosser. Faut être clair. C'est un outil pour des feignants. C'est pas grave. Faut le savoir, faut l'accepter. À partir du moment où on sait qu'on est des feignants, bah, qu'on n'a pas envie de s'emmerder à faire tout un tas de trucs et que la machine peut le faire pour nous, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Est-ce qu'on en fait rien? On se dit que c'est bien, ou est-ce qu'on essaye de faire d'autres choses, d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, de proposer ce temps libre, est-ce qu'on va le proposer à nos clients pour pouvoir mieux les servir? Et ce qui me fait reboucler sur ce que je vous disais lorsque j'ai appris mon métier avec ce magasin, enfin dans ce magasin de jouets, euh, au contact des patrons qui étaient un couple, c'est aime ton client, prends le temps de discuter avec lui. Et finalement, on avait des paniers, mais des paniers de folie. Ils sortaient, les gens, en général, ceux qui voulaient dépenser 100 balles, ils en dépensaient 200 ou 300, et il n'était pas rare qu'on ait des paniers à 500, 600, 700, 900 francs. À l'époque, c'était des francs. Mais voilà, on faisait les paquets cadeaux, on montrait aux gens comment ça fonctionnait. S'il y avait besoin de mettre des piles, on offrait les piles. Les paquets cadeaux étaient toujours faits et c'était toujours, il fallait vraiment que le paquet cadeau soit tiré à quatre épingles. La façon dont la Fnac ou d'autres grands magasins vous font les paquets cadeaux, dans le magasin où j'étais, je peux vous promettre que ça sortait pas. Ça sortait pas. Ça sortait pas. Il fallait que le paquet cadeau soit nickel, mais vraiment nickel. Et peu importe la forme de la boîte, il fallait que le truc soit nickel. Et puis, bah, quand il y avait beaucoup de cadeaux, eh ben, j'avais pour tâche de tout transporter jusqu'à la voiture du client. Donc, je sortais, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, chargé comme un bourricot, où je faisais plusieurs voyages pour charger le véhicule du client. Ça n'a pas l'air comme ça. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'est le genre de petits détails qui font la réputation d'une entreprise, qui font que le client, il a le sourire et qu'il est prêt à payer 20 à 25% plus cher. Tout simplement parce qu'il est écouté. Lorsque vous êtes sur le web, vous êtes en position de vendeur. Que vous le vouliez ou non, vous êtes en position de vendeur. Mais vous êtes aussi des consommateurs.
et vous oubliez vos réflexes de consommateur parce que vous êtes sur Internet, parce que sur Internet, soi-disant, ça va vite, parce que c'est instantané, parce que c'est maintenant tout de suite. Vous avez fait votre page de vente, vous attendez des ventes tout de suite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, peut-être pour les grandes entreprises qui ont une force de frappe phénoménale d'un point de vue financier, qui vont pouvoir déclencher des campagnes de publicité, faire appel à des campagnes d'influence, entre guillemets. On va reparler aussi de cette notion de l'influence parce que dans le genre du grand n'importe quoi, ça se pose là. Si vous avez ces moyens financiers pour déclencher de la pub, des opérations promotionnelles et compagnie, pour drainer du monde sur votre page de vente, ça peut fonctionner. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, pour l'essentiel, vous êtes des entrepreneurs individuels. Ce n'est pas péjoratif. Au contraire, c'est une putain de super aventure que vous êtes en train de vivre, que nous sommes en train de vivre parce que je suis dans le même bateau que vous. Et que, question budget pub, on est un peu limité. Faut être clair, on est un peu limité. Donc, même si on met notre page de vente en ligne lundi matin, lundi soir, on n'est pas certain d'avoir fait une vente. Donc, il va falloir miser sur autre chose. Et sur quoi on va miser? On va miser sur la conversation. On va miser sur la conversation. Malheureusement, encore une fois, si on regarde ce qui est devenu un outil comme Twitter, si on regarde un petit peu ce qui est devenu un outil comme Facebook, c'est chacun y va de sa petite pub, chacun y va de son auto-promo et pas des discussions. Je peux vous promettre, j'ai connu Twitter en 2009. En 2009, j'allumais mon téléphone le matin avec mon café. Et puis, j'allais me coucher vers 2 ou 3 heures du matin et toute la journée, je discutais sur Twitter. Toute la journée, je discutais de tout, de rien et de boulot. À l'époque, j'ai lancé 4h18.com qui parlait de WordPress grâce à Twitter. J'ai obtenu un nombre de clients incalculable en dépannant des gens sur Twitter, en discutant sur Twitter. J'ai créé une réputation qui aujourd'hui me sert encore. Je veux dire, j'ai été absent des écrans radars pendant plusieurs années pour diverses raisons familiales. Euh, Si aujourd'hui je suis encore là à pouvoir vous parler sur un webinaire avec une marque comme SEMrush, c'est aussi cette antériorité, tout ce travail qui a été fait il y a quelques années, qui pèse encore dans la balance. Alors, Olivier a eu la gentillesse de me présenter comme un expert, mais je ne suis pas un expert. Je suis pas un expert. Je suis juste quelqu'un qui est passionné, qui a envie de discuter avec les gens. De toute façon, croyez-moi, pour faire un webinaire de 40 minutes à parler, il faut aimer parler. Pas simplement s'écouter parler. Il faut aimer parler et transmettre quelque chose aux gens, leur donner quelque chose qui vient de vous, là, qui vient du cœur, là où il y a la tête de singe, là, en dessous, il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose dont on va parler et qui s'appelle, je vais vous le dire après, mais qui est surtout très très utile dans la communication, le marketing. J'ai là un bouquin, je vous dirai son titre après et l'auteur dans quelques minutes, qui à l'origine n'est pas vraiment un bouquin de marketing. On pourrait même penser que c'est un bouquin de développement personnel. Et finalement, l'auteur a eu un coup de génie en faisant ce bouquin. Il n'a rien inventé. On va être clair, il n'a rien inventé. Par contre, il a très très bien étudié la nature humaine, son comportement, et il en a fait un bouquin qui est fabuleux, qui est à la croisée du marketing et du développement personnel et que je vous invite vraiment, vraiment à lire. Euh, il y est question de réussite d'entreprise. Alors, les exemples sont anglo-saxons et américains, puisque c'est un auteur américain. Mais on peut retrouver des exemples aussi en France, notamment avec Michelin, avec Chanel, avec des choses comme ça. Il y est question aussi des leaders charismatiques, comme Steve Jobs, Martin Luther King et d'autres. Et il donne un exemple à un moment donné pour appuyer son propos qui est très très intéressant et qui touche clairement au marketing. Nous avons là deux marques qui fabriquent des ordinateurs. Et il y a deux façons de présenter l'entreprise. La façon la plus classique du marketing traditionnel est celle-ci. Nous fabriquons d'excellents ordinateurs, ils sont bien conçus, faciles à utiliser et conviviaux. Voulez-vous en acheter un?
En général, derrière ça, vous allez avoir des caractéristiques techniques, vous allez avoir des offres promotionnelles, vous allez avoir tout un tas d'artifices manipulatoires pour vous vendre le produit. On vous vend le produit. Et il y a une autre approche qui est très très intéressante parce que c'est une approche qui vous permet de vous démarquer d'entrée de jeu de façon très naturelle, mais qui demande un énorme travail en amont. Euh, je vais vous la lire. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à défier le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différent. Notre façon de défier le statu quo est de fabriquer nos produits en nous assurant qu'ils sont attrayants, faciles à utiliser et conviviaux. De plus, nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Voulez-vous en acheter un? Je ne sais pas si vous avez bien entendu la différence entre les deux, mais il y en a une, on vous vend simplement un ordinateur. Il y en a une autre, on vous vend quelque chose en plus. Et c'est ce quelque chose en plus que les gens vont acheter. C'est ce quelque chose en plus pour lequel les gens vont être prêts à payer 10, 15, 20, 30% plus cher. Alors, vous aurez certainement reconnu dans la deuxième présentation la marque Apple. Le bouquin dont je suis en train de vous parler est celui-ci. Commencez par Pourquoi de Simon Sinek. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Simon Sinek n'a absolument rien inventé. Le pourquoi, ça remonte à la nuit des temps et ça remonte aussi beaucoup à la notion des religions. Alors vous allez me dire, la religion, le marketing, machin et compagnie. Ouais, sauf que si vous regardez bien, dans l'esprit des fans de Apple, c'est quasi mystique. La relation qui les unit à Apple est quasi mystique. C'est quasi une religion. Alors aujourd'hui, avec la disparition de Steve Jobs il y a quelques années, le pourquoi de Apple s'est étiolé petit à petit parce que c'est Steve Jobs qui incarnait ce pourquoi. C'est Steve Jobs qui avait décidé de défier l'établissement avec son entreprise et qui avait cette vision et qui la portait, qui l'incarnait. L'idée à votre niveau, c'est pas de faire du Steve Jobs. Il faut être clair, c'est pas de faire du Steve Jobs. Les temps sont différents, les financements sont différents, le marché est différent. Donc, vouloir faire du Steve Jobs, en plus, ça a déjà été fait. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, sur votre marché, j'aime bien prendre l'exemple des télésecrétaires parce que c'est un marché qui reste d'actualité et qui fourmille d'activités. Vous prenez deux blogs de personnes qui proposent du télésecrétariat, vous invertissez les textes, vous invertissez les images, vous verrez jamais la différence entre les deux. Ça marche, ça marche. Vous prenez le site A, vous l'habillez avec le site B, ça marche, ça marche. C'est fade, c'est juste une présentation de service. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune notion de pourquoi je fais ça. Il n'y a aucune implication. C'est froid, c'est lisse, ça manque d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Le but du jeu, c'est pas de jouer avec les émotions des gens, c'est de leur transmettre une émotion, ce qui est complètement différent. On peut utiliser toutes les techniques manipulatoires. Effectivement, ça va faire vendre. Le problème, c'est que vous allez vendre à une personne qui n'avait pas envie d'acheter votre produit et qui n'est pas convaincue par votre produit. Elle va acheter parce que vous allez utiliser des leviers qui vont être la pression sociale, qui vont être le conformisme, qui vont être toutes ces choses-là et qui vont vous assurer une vente, effectivement. Par contre, derrière votre client mécontent, ça va être autre chose à gérer. Et pourquoi aujourd'hui on entend plein de petits entrepreneurs venir dire ah, les clients c'est chiant, les clients c'est emmerdant, ils sont jamais contents. En même temps, si vous leur vendez pas le bon produit, si vous ne vendez pas le bon produit à la bonne personne, forcément, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que vous vous contentez de vendre. Faites plus que vendre. La notion du pourquoi, elle est très très intéressante parce qu'elle va vous impliquer, vous, dans votre processus. Elle va vous obliger à vous impliquer émotionnellement. Alors, hop, le pourquoi. Le pourquoi, c'est la clé de votre communication, de votre réussite.
Le pourquoi, c'est votre force, c'est votre identité, et c'est avec votre pourquoi que vous allez inspirer vos clients. Genesis est l'expression de mon propre pourquoi. Genesis, c'est le document que j'ai là à l'écran et qu'on peut trouver en téléchargement sur mon blog. Le pourquoi, donc le pourquoi de mon chat, c'est j'ai faim. c'est ça son pourquoi. Donc vous allez certainement, voilà, l'entendre miauler. Bien. Reprenons. Le pourquoi, c'est pas simplement pourquoi je suis entrepreneur pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qui va un petit peu plus loin. Le pourquoi va vous demander de faire un travail de longue haleine. Vous n'allez pas le trouver comme ça du jour au lendemain sous les sabots d'un cheval ou autre. C'est un travail qui va prendre du temps. Il y a des astuces pour trouver votre pourquoi. Que souhaitez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, j'ai pris comme exemple pourquoi je souhaite ou je suis entrepreneur. Parce que je rêvais de liberté. Pourquoi est-ce que je rêvais de liberté? On réinterroge la réponse. Donc c'est une technique assez connue qui est globalement appelée la technique des 5 pourquoi. Ça va vous obliger à creuser. Parce que je rêvais de liberté, ok, mais finalement, qu'est-ce que la liberté? Pour vous, à votre niveau à vous, on ne vous demande pas de définir la liberté dans son sens universel, on va vous demander de définir votre liberté à vous. Donc, commencez par cet exercice-là. Cet exercice-là, vous allez pouvoir et devoir le faire d'une par écrit et le refaire à plusieurs reprises. Parce que vous allez voir qu'en tâche de fond, quand vous allez vous poser avec un papier et un stylo et que vous allez commencer à réfléchir, ok, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? Parce que j'en avais marre de mon patron, parce que je rêvais de liberté, parce que je voulais gagner de l'argent. Ok. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que je rêvais de liberté? Qu'est-ce que la liberté pour moi? Et vous allez voir qu'au bout du deuxième ou troisième pourquoi, ça va commencer à être compliqué de trouver les réponses. Ça va commencer à être difficile de chercher en vous et de ne pas vous comparer aux autres. C'est ça le truc, c'est de rester centré sur vous et de ne pas vous comparer aux autres, d'être sur vous, vos propres motivations. Vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus compliqué que vous ne pourriez l'imaginer. Alors ça concerne la vente et ce qui est important, c'est cette partie-là. Pour réussir votre entreprise, vous devez donner un sens à vos actes. Ce sens ne viendra pas tout seul. Et ce ne sont pas vos actes qui vont donner du sens. C'est à vous de donner du sens. On parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le fait de se mettre à son compte, de donner du sens aux choses. Ok, très bien. Mais le fait d'être entrepreneur, en soi, ça n'a pas de sens. Parce qu'être entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué que d'être salarié. Vous allez devoir faire plein de choses que vous ne faisiez pas en tant que salarié. Vous avez envie de créer des sites web, par exemple. Très bien, vous mettez à votre compte pour créer des sites web. Mais il va falloir faire de la prospection, il va falloir faire de l'administratif, il va falloir assurer le suivi des clients. Vous n'allez pas que faire des sites web. Vous allez faire 4, 5, 6 activités autour. Donc c'est important que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Et ce qui vous motive, et ce que vous avez envie de transmettre à vos clients. Vous ne faites pas qu'un site web. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un site web? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que l'outil apporte? Et vous, qu'est-ce que vous apportez à l'outil? Quelle est votre vision des choses? C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient important. En France, on a un petit problème, c'est que on se définit beaucoup par la négative et on fonctionne par l'exclusion. On se définit par opposition. Il y a des tas de gens qui pensent que on a besoin de détester l'entreprise pour se mettre à son compte. Non, 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 pas du tout. On n'a pas besoin de détester ses concurrents pour proposer un produit. On peut très bien proposer un produit tout simplement parce qu'on a une vision, on a envie d'apporter quelque chose. Dire, à l'époque, Apple s'est défini par le pourquoi de Steve Jobs. Alors oui, il y a une étude qui a été faite par rapport à la société, il a observé la société, mais il ne s'est pas défini contre la société, il s'est défini pour quelque chose. Parce qu'il voulait un monde différent. Il voulait que les gens aient accès à des ressources auxquelles ils n'avaient pas accès aujourd'hui parce qu'il pensait que ça pourrait libérer un potentiel créatif chez monsieur et madame tout le monde. Il voulait que chaque être humain dispose de ressources puissantes. C'était ça son idée à la base. C'est pas contre quelque chose, c'est pour quelque chose.
Et cette notion de se définir au travers de quelque chose de positif, ça change complètement votre paradigme et ça va changer toute votre communication. Parce que vous allez avoir quelque chose sur lequel vous êtes impliqué, sur lequel vous êtes là, vous êtes présent. Vous apportez quelque chose de positif. Vous donnez une croyance aux gens. Pourquoi est-ce que les religions, ça fonctionne? Pourquoi aujourd'hui encore, même si ça tend à s'effriter, mais pourquoi aujourd'hui encore, malgré le décès de Steve Jobs, les gens continuent de croire dans Apple? Parce qu'on leur a donné une raison de croire. Quand on me dit achetez mon service de télésecrétariat parce que c'est un bon produit et que vous allez gagner 10 minutes. Bon, en quoi, qu'est-ce qu'on me donne à croire? Qu'est-ce qu'on me donne comme croyance? Qu'est-ce qu'on m'apporte de différent? Finalement, ça va jouer sur quoi? L'un qui va me faire gagner 6 minutes, l'autre qui va me faire économiser un timbre. Bon, il n'y a pas grand-chose il n'y a rien qui me lie au-delà de la dimension financière. Aujourd'hui, le plus simple, l'argument, enfin j'ai pas le mot, je l'ai oublié, évidemment, mais enfin bon, le subterfuge le plus simple à utiliser, c'est le prix, c'est le levier qu'on actionne. On veut rentrer sur un marché, on va faire 9 fois sur 10 un prix plus bas que le concurrent, où on va s'aligner. Point. Terminé. Pourtant, quand on regarde le marché, par exemple, de la mode, il y a plusieurs marchés. Vous avez le low cost, vous avez donc tout ce qui est les dégriffes et compagnie, vous avez le prêt-à-porter, et puis vous avez la haute couture. Hier, avec ma femme, on s'amusait à regarder chez Yves Saint Laurent, un simple Bermuda Yves Saint Laurent, 1500 balles. Un petit haut en dentelle, 10 000 balles. 10 000 balles. Et il y a des gens qui l'achètent. Et ils achètent quoi? Ils n'achètent pas un vêtement. Ils achètent un univers. C'est ça qu'ils achètent. Ils achètent le fait d'appartenir à cet univers-là et ils achètent le rêve qui est vendu avec Yves Saint Laurent. C'est tout ça qu'ils achètent. Qu'est-ce que les gens achètent? Est-ce qu'ils achètent simplement chez vous un simple produit ou est-ce qu'ils vont acheter quelque chose de plus? Est-ce qu'ils vont acheter un rêve? Est-ce qu'ils vont acheter un idéal? Est-ce qu'ils vont acheter un état d'esprit? Simon Sinek le dit très très bien dans son bouquin. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. C'est ce pourquoi qu'ils achètent. Et c'est ce pourquoi qui va vous permettre de vendre vos produits au juste prix, voire plus cher. C'est là que ça se joue. Il faut arrêter de vouloir manipuler les gens parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va vous retomber sur le museau. Il faut être clair. Regardez, aujourd'hui, les FAI, les 3/4 des gens ne sont pas contents des FAI. La promesse n'est pas tenue, le service client n'est pas tenu. Pourquoi? Parce qu'on vous fait de la pub, on vous fait des promesses et l'essentiel du temps, ces promesses derrière ne sont pas tenues et en plus, les services clients sont lamentables. C'est pas le tout de vendre. C'est pas le tout de vendre. On passe nos journées à se vendre. On est tout le temps en train de se vendre. Vous voulez proposer, vous avez envie de bouffer un couscous et votre femme des pâtes, il y en a un des deux qui va mieux vendre l'idée que l'autre. Vous avez envie de regarder tel ou tel film, d'aller au ciné, voir ci ou ça, il va falloir vendre votre idée. Pareil pour les vacances. Vous êtes toujours en train de vous vendre. Vous êtes en train de discuter avec un collègue, un truc, un machin, il y en a un qui a une idée à vendre. On est tout le temps en train de se vendre. Tout le temps. Le problème, c'est pas de se vendre. Le problème, c'est d'assurer le SAV derrière. C'est d'assurer le service client. C'est de faire en sorte que le client soit satisfait de bout en bout. Quand on parle d'expérience client, on parle souvent de l'expérience d'achat, du parcours d'achat. Et après, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Regardez comment Apple a aussi su asseoir son succès. Un service après-vente hors du commun. Plus près de nous, Darty. C'est con Darty, hein? On pense Darty, on pense machine à laver, télé et compagnie. Ça peut pas rêver grand monde, hein, Darty. Ouais. Sauf que si Darty s'est sorti de l'ornière dans les années 80, c'est parce qu'ils ont compris un truc, le SAV. Du lundi au dimanche, si vous aviez un problème, il y avait toujours un dépanneur Darty pour venir chez vous, réparer votre machine à laver. Et croyez-moi, quand vous avez des mômes, que la machine à laver tombe en panne le dimanche, vous étiez bien content qu'il y ait un réparateur Darty qui vienne chez vous pour vous aider à réparer la machine à laver.
Ça fait quoi? Ça fait que le client, il est content. Son parcours d'achat s'est bien passé, mais surtout, son parcours utilisateur en tant qu'usager se passe très bien aussi. Et le parcours utilisateur derrière, l'usage que l'on fait du produit est tout aussi important, voire plus important que l'achat en lui-même, parce qu'on l'utilise au quotidien, notre matériel, que ce soit un smartphone, que ce soit une machine à laver, un ordinateur, peu importe ce que c'est. Mais à partir du moment où on a mis un certain prix, oui, on est content parce qu'on a acheté un idéal, on a acheté un pourquoi, mais on a aussi envie que le produit et que le service après-vente soient à la hauteur. Ne vendez pas simplement un produit, travaillez sur la notion du pourquoi et de ce que vous allez apporter aux gens au travers de votre pourquoi et donnez-leur des raisons de croire en vous. Si les gens ne croient pas en vous, ils n'achèteront rien. Et ça part de vous. Est-ce que vous croyez en vous? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là sur ce marché-là? Pourquoi vous avez choisi ça? Ça paraît très très con parce que dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui, où c'est du tout pour la productivité et du tout pour la vente, s'arrêter 2, 3 jours et se dire mais qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers finalement? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Mais réellement, pas simplement je veux leur apporter un produit pour que leur vie soit belle. On s'en fout de ça. Ça, c'est ce que dit monsieur tout le monde. Si Steve Jobs, si Martin Luther King s'était contenté de dire des banalités, leur histoire ne serait pas arrivée jusqu'à nous. Ce qui s'est passé avec Martin Luther King et Simon Sinek en parle très très bien dans son bouquin, les gens ne se sont pas rapprochés de Martin Luther King pour Martin Luther King. Ils se sont rapprochés de lui parce qu'ils se sentaient concernés par ce qu'il disait. Parce qu'ils avaient envie de croire à la même chose que lui. Le mec, il a quand même réuni, quand on y pense, 250 000 personnes à une époque où il n'y avait pas Facebook, où il n'y avait pas Twitter, où il n'y avait pas Internet, et où les Noirs américains, pour communiquer, c'était chaud patate. Ils ne pouvaient pas. Et le mec, il a fait déplacer 250 000 personnes. Et il a réussi, le mouvement a réussi à faire infléchir un pays comme les États-Unis. Waouh! Waouh! Parce que les gens avaient envie d'y croire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les religions, du bon ou du mauvais côté. Mais l'être humain est un animal qui a besoin de croire en quelque chose. Toujours, toujours. Quand vous aimez votre partenaire, vous avez envie de croire que ça va durer toujours. Malheureusement, les 3 quarts des gens s'arrêtent le jour du mariage. Voilà, on s'est séduit, on est marié, maintenant c'est bon, ça roule. Non, non, c'est là que ça commence. C'est là, maintenant que ça commence. C'est pas parce qu'on est marié qu'il faut arrêter de se séduire. Au contraire, c'est maintenant que ça commence. Pourquoi il y a tant de couples qui échouent? Pourquoi il y a tant de divorces? Parce qu'on se fait miroiter des belles choses, parce qu'on se fait des belles promesses. On conclut la vente, c'est un mariage, je t'achète, tu m'achètes, très bien, ok, c'est cool, on s'achète mutuellement, super. Ouais. Et puis, une fois qu'on s'est acheté l'un et l'autre, on commence à voir tout ce qui ne va pas. Ah ouais, parce qu'on arrête d'être séduisant, on arrête de se montrer sous son meilleur jour et on se montre tel qu'on est. Et puis après, c'est ah ouais, mais j'aimerais bien que tu m'aimes tel que tu es. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aimerais tel que je suis. Ouais, mais sauf que pendant les 2 ans de cours intense, tu m'as pas montré qui t'étais vraiment. Tu m'as montré autre chose. Il est où cette autre chose? Il y a un mensonge. Tu m'as fait une promesse que tu ne tiens pas. Et forcément, ça crée des problèmes. Montrez-vous tel que vous êtes. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est pas la peine d'essayer d'imiter des grands groupes, c'est pas la peine d'essayer de communiquer à la façon des grands groupes ou de communiquer comme votre concurrent. Vous n'êtes pas votre concurrent. Vous êtes vous. Vous ne savez pas quels sont les moyens dont dispose votre concurrent. Appuyez-vous sur ce que vous avez, à savoir vous, vos idéaux, vos envies, vos rêves, et c'est ça que vous devez partager. Plus vous allez avoir un pourquoi qui va être fort, plus vous allez voir, votre communication va changer parce que vous allez assumer ce que vous faites. Là, quand vous faites des trucs, des pages de vente à l'américaine avec du copywriting à la mort moelle-neu, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites pour les 3 quarts. Mais vous le faites. Ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Forcément, ça ne peut pas marcher parce que c'est pas vous, parce qu'on vous retrouve pas et que c'est ce que fait tout le monde. Est-ce que vous
en tant que consommateur, vous avez envie d'acheter un produit lambda, banal, que vous pouvez trouver partout pour moins cher. Non. Quand vous faites un achat, ça n'a rien de rationnel. Un achat n'est pas rationnel. Vous achetez parce que vous avez envie de croire dans ce produit-là ou dans la personne qui vous le vend. Allez faire un tour sur les marchés près de chez vous. Regardez comment fonctionnent les maraîchers, comment ils vous vendent les produits. Étudiez ces mecs-là. Allez à la boulangerie en bas de chez vous. Posez-vous pendant une petite dizaine de minutes et regardez comment fonctionne la boulangère, comment elle vend. Regardez bien, étudiez tout ça. Vous allez voir que la vente, c'est pas compliqué. C'est beaucoup de conversation. Et sur le web, vous pouvez converser. Le mail, les réseaux sociaux, intéressez-vous aux gens. Donnez-leur envie de s'intéresser à vous. Oui, ça prend du temps, mais c'est votre job. C'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous et votre concurrent va vous bouffer des parts de marché. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Bossez sur votre pourquoi. Croyez en vous. Donnez des raisons aux gens de croire en vous. C'est là que ça se joue. Et vous allez voir que derrière, ça va être beaucoup plus facile d'écrire, ça va être beaucoup plus facile de communiquer et ça va même devenir amusant. Parce que quand on doit écrire des trucs auxquels on ne croit pas vraiment, mais qu'on le fait pour être positionné sur Google, ça va devenir vite très chiant, très très chiant. Vous allez vous emmerder. Donc vous n'allez pas avoir envie vraiment de communiquer et ça va se ressentir. Il est coutume de dire qu'un sourire au téléphone, ça s'entend. Mais croyez-moi, quelqu'un qui croit en lui, vraiment, dans les mots, ça se voit. Ça se voit, ça se lit. Donc voilà, 40 minutes. Voilà, Olivier, tu m'avais dit une quarantaine de minutes. On est dans les clous, à peu près. Oui, mais après, si tu veux continuer, tu peux continuer, il n'y a aucun souci, Stéphane. Si tu as des choses à Non, c'est dire. bon. Je pense que là, déjà, à digérer, ça fait pas mal. Surtout que c'est un discours qui est pas commun, qui s'éloigne vraiment du paradigme habituel du marketing. Donc, forcément, je pense que ça doit amener pas mal de questions dans la tête des gens. Pas forcément des questions concrètes là à la fin du webinaire, mais c'est quelque chose qui va infuser dans l'esprit des uns et des autres. Donc ça demande effectivement de la réflexion parce que c'est un changement de paradigme complet. C'est-à-dire que on prend le marketing et on le retourne complètement, si tu veux. On a tendance à parler généralement du produit et en fait avec le pourquoi, c'est pas le produit qui est la pierre angulaire du truc, c'est l'entrepreneur. C'est ce en quoi il croit. Ensuite, il le diffuse au travers des médias sociaux, de la publicité, autres. Et en bout de chaîne, le produit vient pour valider tout ce qui a été fait avant. En général, on vend un produit, on fait de la pub sur le produit et on explique pourquoi on a fait le produit. Et avec cette notion du pourquoi, on fait vraiment un demi-tour, quoi. On inverse complètement la chaîne de communication mais on lui donne des valeurs. On parle souvent de valeurs d'entreprise, et les valeurs de l'entreprise, c'est pas le produit, c'est ce en quoi elle croit réellement. Donc, et c'est intéressant, pour rester sur les grandes marques, c'est intéressant de voir comment Samsung est en train de modifier sa communication institutionnelle. Regardez comment communique la marque Samsung aujourd'hui. Pas les publicités sur les produits Samsung, mais sur la marque Samsung. Il y a une publicité que Samsung a faite il n'y a pas longtemps, qui est pour ça ultra intéressante, et c'est une publicité qu'avant, jamais Samsung n'aurait fait. C'était Apple qui faisait ce genre de pub. Regardez comment aujourd'hui Samsung communique. C'est très très intéressant. Dans le duel qu'il oppose à Apple, regardez la communication des deux marques aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un vrai changement de position de la marque Samsung sur le marché. C'est très très intéressant à regarder. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, monsieur, dame? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Allez-y, on a quelques minutes.